des astuces, des conseils pour euh, essayer de différencier sur la base de l'électrocardiogramme une tachycardie supraventriculaire d'une tachycardie ventriculaire. L'intitulé paraît simple, mais effectivement le sujet est complexe. De façon générale, lorsque vous êtes face à une tachycardie, vous avez un nombre important de diagnostics qui sont à évoquer et vous pouvez déjà réduire de façon assez importante le nombre de diagnostics à évoquer si vous faites une dichotomie sur la largeur des QRS et sur le caractère régulier ou irrégulier de la cadence ventriculaire. Certaines situations sont relativement simples, les tachycardies irrégulières, les tachycardies à QRS fin. La situation qui va nous intéresser ce matin, c'est la situation de la tachycardie régulière à QRS large, puisqu'il s'agit d'une situation dans laquelle on va avoir la possibilité d'avoir un diagnostic potentiellement grave de tachycardie ventriculaire, mais aussi des diagnostics qui sont des diagnostics potentiellement moins sévères de tachycardie supraventriculaire. Et l'importance de distinguer les deux se fait à la fois sur la phase aiguë, mais également sur la prise en charge au long cours de ces patients. Donc, globalement, lorsque vous avez une tachycardie régulière à QRS large, les diagnostics que vous allez évoquer sont bien sûr la tachycardie ventriculaire. Les autres diagnostics à évoquer sont les tachycardies supraventriculaires avec une aberration, donc un trouble de la conduction intraventriculaire, soit préexistant, soit fréquence dépendant. Et vous allez avoir d'autres diagnostics possibles, comme une tachycardie réciproque antidromique, une tachycardie atriale ou jonctionnelle avec une voie accessoire, ou une tachycardie supraventriculaire avec des QRS élargis en raison de troubles hydroélectrolytiques ou de traitements antiarythmiques. On a aussi la situation de la tachycardie qui est stimulée à l'étage ventriculaire avec de ce fait des QRS qui peuvent être larges. Un petit aparté sur les tachycardies à QRS fin régulière, où vous pouvez dans certains cas avoir une tachycardie ventriculaire. C'est notamment le cas des TV septales, dont la morphologie peut ressembler à une tachycardie supraventriculaire avec des QRS pas forcément très larges. C'est le cas également pour les tachycardies idiopathiques, les tachycardies fasciculaires par exemple, où on peut avoir des QRS qui sont modérément élargis et de ce fait un diagnostic qui peut être difficile à réaliser. On en reparlera un petit peu à la fin de... Monsieur Klein, on ne vous entend plus. Ah, pardon. Là, c'est mieux? Non, on vous entend très bien. Moi, je l'entends très bien, hein. Oui, moi D'accord. aussi. Ah, ça m'arrange parce que je sais pas ce que j'aurais pu faire pour ajuster le son. Non, c'est bon, tout le monde entend visiblement. Ok, bon, très bien. Lorsqu'on reste dans ce cadre du coup de la tachycardie régulière à QRS large, il y a eu de nombreux auteurs qui ont publié leurs articles, leurs algorithmes pour essayer de distinguer tachycardie supraventriculaire de tachycardie ventriculaire. C'est des algorithmes que vous avez probablement déjà vus, qu'on connaît mais qui sont difficiles à retenir. On peut facilement les trouver sur Internet, donc on peut s'en servir si on a un ECG à côté et qu'on a la possibilité de se connecter, mais de façon intuitive, ils sont assez compliqués à retenir et donc leur utilisation est des fois limitée par le fait tout simplement de les connaître ou de ne pas les connaître. Donc l'idée de ce topo, c'est pas de présenter comme ça en catalogue, on va dire, ces algorithmes, mais essayer de comprendre la philosophie de ces différents algorithmes pour que vous puissiez avoir des outils qui sont issus de ces différents algorithmes pour faire les diagnostics de TV ou de TSV. Un élément important pour moi, c'est que lorsqu'on vous demande d'interpréter un tracé, voilà, l'urgentiste vous appelle, est-ce que c'est une TV ou une TSV? Pour moi, un élément important, c'est de justement ne pas se baser que sur le CG, parce que vous allez avoir qu'un seul élément de réponse si vous vous basez sur le CG, et vous allez devoir récupérer d'autres informations qui peuvent
vraiment être importante pour préciser le diagnostic, préciser le contexte et vous aider à faire cette distinction entre TV et TSV. En l'occurrence, est-ce que le patient a une cardiopathie préexistante? C'est un élément vraiment, on va le voir par la suite, discriminant sur la probabilité d'avoir une tachycardie ventriculaire ou une tachycardie supraventriculaire. Est-ce que le patient prend des traitements médicamenteux, notamment les traitements antiarythmiques, qui peuvent dans certains cas élargir les QRS? Le contexte clinique et biologique, la tolérance de la tachycardie, la présence éventuelle de troubles hydroélectrolytiques, la réponse à l'adénosine si un test à la striadine a été réalisé, ça peut être un élément également qui peut vous donner le diagnostic. Et puis, si le patient s'est régularisé ou si vous avez un ECG préexistant, le fait d'avoir un ECG de base, ça peut également vous apporter des informations pour interpréter le tracé qu'on va vous soumettre et pour lequel on va vous demander s'il s'agit d'une TSV ou d'une TV. Pour illustrer l'importance de l'histoire clinique, c'est un vieux papier, 1987, qui incluait une cohorte de patients qui présentaient tous une tachycardie régulière à QRS large. 84 patients ont été inclus, et parmi ces 84, 62 avaient une tachycardie ventriculaire, et 22 avaient une tachycardie supraventriculaire avec une aberration de conduction. Eh bien, le fait simplement d'avoir un antécédent d'infarctus du myocarde ou un antécédent d'insuffisance cardiaque congestive, c'est un élément qui était très fortement associé au diagnostic de tachycardie ventriculaire. Indépendamment de l'analyse du tracé, on regarde juste tachycardie régulière QRS large, présence d'un antécédent d'infarctus ou d'insuffisance cardiaque congestive, vous avez une valeur prédictive positive de plus de 95% en faveur de la tachycardie ventriculaire. A l'inverse, si vous avez un patient jeune, moins de 35 ans, pas d'antécédent de cardiopathie connu, la valeur prédictive positive pour la tachycardie supraventriculaire est de 70%. Donc ça paraît intuitif, mais c'est un élément intéressant. Sans même avoir une analyse fine de l'ECG, le contexte peut déjà vous donner des éléments décisionnels ou en tout cas informatifs sur le diagnostic. Un article plus récent qui confirme l'importance, on va dire, du statut clinique, c'est un papier qui a été publié par une équipe suisse de Bâle en 2022 dans le JACC Electrophy. L'idée pour eux, c'est de publier un algorithme simple qui permet de différencier TSV ou TV dans les tachycardies régulières à QRS large. Ils ont établi 3 critères qui chacun sont pondérés par 1 point. Et selon ces 3 critères, si vous avez 0 ou 1 point, ça va être une tachycardie supraventriculaire. Si vous allez avoir 2 points ou plus, ça va être une tachycardie ventriculaire. Et on voit que parmi ces 3 points, il y en a un sur les 3 qui ne dépend même pas de l'ECG. C'est la présence tout simplement d'une cardiopathie structurelle préexistante, soit une cardiopathie ischémique avec une histoire d'infarctus, soit la présence d'une dysfonction ventriculaire gauche à moins de 35%, soit la présence d'un défibrillateur ou d'un dispositif de resynchronisation. Les 2 autres critères sont les critères ECG, qui sont des critères assez simples. Le temps entre le début du QRS et le premier pic en D2, qui fait plus de 40 millisecondes, en faveur d'une tachycardie ventriculaire, et le temps entre le début du QRS et le premier pic en AVR, plus de 40 millisecondes, en faveur d'une tachycardie ventriculaire également. Cet algorithme simple a été comparé aux algorithmes historiques dans la littérature sur la capacité à discriminer TSV ou TV, et ce qu'on retrouve, c'est que les performances diagnostiques de cet algorithme sont comparables, voire des fois meilleures pour la spécificité par rapport aux algorithmes plus complexes préexistants. Ce qui est intéressant avec cet algorithme-là, c'est que le temps pour faire le diagnostic est assez court. Vous voyez sur le pattern en bas à droite qu'en moyenne, les personnes mettaient une quarantaine de secondes pour avoir une décision sur le fait que ce soit une TSV ou une TV.
Et un autre élément intéressant dans ce papier, en fait, ils ont soumis les ECG à différents types de médecins, des internes en cardiologie, des internes hors cardiologie, des électrophysiologistes, des cardiologues. Et ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a une assez faible dispersion entre les résultats. C'est vrai que pour certains algorithmes, on a l'impression qu'il faut quand même s'accrocher pour faire les mesures. Du coup, il peut y avoir des différences de diagnostic, des différences d'interprétation entre un interne qui n'est pas forcément sensibilisé à la cardiologie et puis un électrophysiologiste. Là, avec cet outil-là, on a globalement une reproductibilité qui est intéressante. Les autres éléments du coup, qui vont discriminer une TSV ou une TV sont bien sûr des éléments qu'on va retrouver sur l'électrocardiogramme avec ces différents critères existants et décrits dans les algorithmes. Globalement, ces différents critères, ils évaluent principalement deux choses. La première chose, c'est la relation entre les oreillettes et les ventricules. On voit que c'est un élément qui est listé dans différents algorithmes décisionnels. Et le deuxième élément, c'est la séquence d'activation des ventricules. Et c'est ces deux points qu'on va essayer de préciser dans les minutes à venir. Le premier élément, donc la relation entre les oreillettes et les ventricules. Pour le préciser, vous allez devoir essayer de retrouver sur votre électrocardiogramme l'activité atriale. Ce n'est pas quelque chose de très évident parce que souvent vous allez avoir une tachycardie, du coup beaucoup de ventricules, des QRS larges en plus, donc rechercher une activité atriale à l'intérieur de ça, c'est pas toujours très facile, mais ça peut être utile, ça peut être déterminant parce que si vous avez une tachycardie sur laquelle vous arrivez à avoir une dissociation atrio-ventriculaire avec plus de ventricules que d'oreillettes, vous avez un critère qui est quasiment spécifique à 100% d'une tachycardie ventriculaire. Deuxième élément sur lequel il faut être attentif, lorsque vous avez une tachycardie en 1 pour 1, c'est-à-dire autant d'oreillettes que de ventricules, de façon intuitive, on peut se dire c'est forcément supraventriculaire parce que c'est l'oreillette qui donne le ventricule, mais c'est pas toujours vrai. Et dans certains cas, on peut avoir une tachycardie ventriculaire avec une activité rétrograde en 1 pour 1. Donc le fait que ce soit une tachycardie en 1 pour 1, attention, c'est pas forcément suffisant pour dire que c'est une tachycardie supraventriculaire. Lorsque vous avez plus d'oreillettes que de ventricules, c'est pareil, c'est pas un élément qui vous confirme le fait que ce soit une tachycardie supraventriculaire. Vous pouvez très bien avoir une bitachycardie, par exemple un flotteur atrial à l'étage atrial et une tachycardie ventriculaire. Les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. L'autre élément qu'on va pouvoir rechercher, c'est la présence de complexes de fusion ou de capture, comme on va le voir par la suite. La dissociation atrio-ventriculaire, c'est ce qu'on voit ici sur le haut de l'image. Vous avez les QRS larges réguliers et puis des flèches qui pointent des petits artefacts, des petits signaux, faible amplitude, mais qu'on arrive quand même à discriminer et qui correspondent à une activité atriale qui est dissociée. Donc dans ce cas-là, vous avez un diagnostic de TV qui est réalisé. Pour essayer de voir cette activité atriale, c'est pas simple, donc il faut des ECG de qualité sur lesquels on n'a pas beaucoup de bruit, possiblement des tracés longs. Regardez, si vous avez un tracé court, regardez la dérivation D2 qui des fois est prolongée sur le bas de l'ECG. Ça demande vraiment une analyse consciencieuse du tracé, mais dans certains cas, on peut réussir à la trouver, et c'est pour le coup quelque chose qui est un élément diagnostique assez fort pour le diagnostic de TV. La présence de complexes de fusion et de capture, c'est également un élément qu'on peut retrouver. Là aussi, dans l'idéal, avoir un tracé long. Plus on a un tracé long, plus on a la probabilité ou la chance d'avoir ces complexes de fusion ou de capture. Le principe de la fusion de la capture, c'est celui-là. Lorsque vous avez une tachycardie ventriculaire, c'est l'image A, vous avez une activation lente du ventricule à partir d'un point, représenté ici par la croix, et ça va vous donner une morphologie de QRS, un QRS large, qui correspond à l'activation du ventricule à partir de ce point-là. Vous allez dans certains cas avoir une compétition entre
l'activation du ventricule par ce point d'initiation de la tachycardie ventriculaire et une activation du ventricule par les voies nodoïciennes. C'est ce que vous allez voir en B et en C. Donc vous allez avoir la partie initiale du QRS qui peut être plutôt large, liée à une dépolarisation lente du ventricule, et une partie finale qui peut être un peu plus fine, liée à l'activation du ventricule par les voies nodoïciennes. Vous allez avoir aussi la possibilité d'avoir une fusion. Une fusion, c'est lorsque l'intégralité du QRS est activée par les voies nodoïciennes, et de ce fait, vous allez avoir un QRS fin. Si on regarde sur le tracé qui est sur la droite, vous allez avoir en A le QRS en tachycardie, avec ici un aspect, on va dire, RSR', avec une onde R' qui est plus grande que l'onde R. En B, vous allez avoir un QRS qui ressemble pas mal à celui en A, mais qui est un tout petit peu plus fin. C'est lié au fait que vous ayez un complexe de fusion avec un ventricule essentiellement activé par la tachycardie ventriculaire, mais un petit peu aussi par la conduction nodoïcienne. En C, vous allez avoir un QRS intermédiaire avec la grande partie du QRS activée par les voies nodoïciennes. Et en D, vous allez avoir une réelle capture avec un QRS fin. Si on regarde sur un tracé ici, on devine, on regarde la dérivation D2 par exemple, on voit une tachycardie régulière à QRS large avec un aspect crocheté ici de la partie descendante du QRS. Et ben on voit qu'il y a un des complexes qui est un petit peu différent, qui est plus fin, on le voit aussi bien ici en V2, qui correspond à un complexe de fusion et qui de ce fait vous donne le diagnostic de tachycardie ventriculaire. Donc là, pour la recherche de la dissociation, la recherche de complexes de fusion, c'est important d'avoir des tracés prolongés. Honnêtement, si vous avez 4 ou 5 complexes sur chaque dérivation, ça va être difficile de voir une fusion. Si vous avez un tracé de 2 pages, ça va être plus facile. Donc il ne faut pas hésiter, si le tracé est douteux, à refaire un tracé, éventuellement un tracé plus long. Le deuxième élément de discrimination entre une tachycardie ventriculaire et une tachycardie supraventriculaire sur l'analyse de l'ECG, c'est la séquence d'activation du ventricule. C'est un élément qui est assez intuitif, assez simple. Globalement, si vous allez avoir une tachycardie supraventriculaire à QRS large, c'est habituellement parce que vous allez avoir un trouble de la conduction intraventriculaire, donc la présence d'un bloc de branche gauche ou d'un bloc de branche droit. Mais le début de votre QRS va être un début plutôt sharp parce que le QRS va être activé par les voies nodoïciennes, donc le réseau de Purkinje, qui est un réseau qui conduit vite l'influx électrique. Donc le QRS global va être large, parce que vous avez un trouble de la conduction intraventriculaire, mais le début du QRS va être un début plutôt sharp, parce que l'initiation de l'activation du ventricule va se faire par le réseau de Purkinje. Vous voyez, vous avez des vitesses de conduction de l'ordre de 4 mètres secondes. À l'opposé, lorsque vous avez une tachycardie ventriculaire, l'initiation de la dépolarisation du ventricule, elle ne se fait pas par les voies nodoïciennes, par le réseau de Purkinje, mais directement par le ventricule, avec du coup une activation du ventricule de proche en proche et un début de QRS avec une pente qui sera moins sharp, moins abrupte qu'en cas de tachycardie supraventriculaire. Ça, c'est un élément de physiologie, de physiopathologie qu'on peut voir sur l'ECG de surface et qui est repris dans plusieurs des algorithmes de discrimination. Vous avez ici par exemple le ratio vitesse initiale sur vitesse finale. La vitesse initiale, vous prenez le début du QRS, vous prenez 40 millisecondes à partir du début du QRS et vous mesurez l'amplitude de la pente durant ces 40 premières millisecondes. Vous faites la même chose avec la fin du QRS. Prenez la fin du QRS, vous prenez 40 millisecondes en amont et vous mesurez l'amplitude de la pente. Si vous avez une vitesse initiale qui est importante, ça va être en faveur d'une tachycardie supraventriculaire. Si vous avez une vitesse initiale qui est faible, ça va être en faveur d'une tachycardie ventriculaire.
Et une des dérivations qui peut être pertinente pour ça, c'est la dérivation D2. La dérivation D2 dans le plan frontal, c'est plus 60 degrés, donc c'est une bonne dérivation pour évaluer le début du QRS lorsqu'il y a une activation par les voies nodoïciennes ou pas. Donc c'est l'indice de Pava qui est noté ici. Vous allez regarder simplement D2, début du QRS et le pic de la première positivité ou négativité que vous allez avoir. Si vous avez un temps entre les deux qui a plus de 50 millisecondes, c'est un élément qui est très spécifique en faveur d'une tachycardie ventriculaire. Donc ça, pour le coup, c'est un élément assez simple. Vous regardez des deux, début du QRS, le premier pic, plus de 50 millisecondes, c'est quasiment spécifique à 100% pour de la tachycardie ventriculaire. Vous allez pouvoir aussi regarder dans d'autres dérivations avec des valeurs qui sont différentes. En AVR, par exemple, le fait d'avoir une onde R ou une onde Q initiale à plus de 40 millisecondes, c'est quelque chose qui va être en faveur d'une tachycardie ventriculaire. Un autre élément qui peut être également assez facilement analysable sur l'ECG de surface, c'est l'axe du QRS. Vous le savez, l'axe normal du QRS, c'est entre moins 30 et 90 degrés. Au-delà, vous pouvez avoir une déviation axiale droite, une déviation axiale gauche ou une déviation axiale extrême. Ici, je vous ai pris le cas d'un rythme sinusal avec un bloc de branche gauche. En cas de bloc de branche gauche, vous pouvez avoir une légère déviation axiale gauche, comme on voit ici, un QRS qui est positif en D1, négatif en AVF, avec du coup un axe qui va être légèrement dévié à gauche. Ça, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir ces trois éléments-là, donc simplement sur l'axe, le fait d'avoir une déviation axiale extrême, donc d'avoir un QRS négatif en D1 et négatif en AVF, c'est un élément très en faveur d'une tachycardie ventriculaire. Le fait d'avoir un aspect de bloc de branche gauche, mais avec un axe droit, là également c'est évocateur d'une tachycardie ventriculaire, ou le fait d'avoir un bloc de branche droit, mais avec un axe hyper gauche, c'est quelque chose qui peut suggérer, c'est pas un élément qui est suffisant pour retenir le diagnostic, mais c'est un élément qui peut suggérer une tachycardie ventriculaire. Donc l'axe du QRS, c'est quelque chose d'assez simple. À la première vue du tracé, vous regardez si vous avez négatif D1, négatif AVF, déjà vous avez un élément qui va vous orienter vers une tachycardie ventriculaire. Et ces éléments-là d'axe sont également des éléments qui sont intégrés dans certains des algorithmes discriminants TSV-TV. Un autre élément qui est assez superposable, on va dire, à l'analyse de l'axe, c'est le fait d'avoir une concordance positive ou négative dans les dérivations, cette fois-ci précordiales. Donc on ne regarde plus D1, D2, etc. On regarde les dérivations précordiales et le fait d'avoir soit une concordance positive, soit une concordance négative, c'est un élément en faveur d'une TV. Pourquoi ? Si vous avez une concordance positive, ça veut dire que vous allez avoir une activation du ventricule qui va se faire de la base du ventricule vers l'apex, avec de ce fait une activation du ventricule qui n'est pas une activation par les voies nodoïciennes. Donc ça peut être une TV basale, c'est un élément qui est assez simple. Et à l'inverse, si vous avez une tachycardie à QRS large qui est négative dans toutes les dérivations précordiales, ça veut dire que vous allez avoir un front d'activation qui va fuir toutes les dérivations précordiales. Ça veut dire que vous êtes en face d'une tachycardie ventriculaire qui naît au niveau de l'apex du ventricule gauche ou du ventricule droit. Donc l'absence de transition, c'est un élément qui est, pareil, assez facile à voir et très évocateur d'une tachycardie ventriculaire. Pour les situations qui restent, vous allez devoir analyser la morphologie du QRS pour déterminer s'il s'agit d'un bloc de branche gauche, d'un bloc de branche droit ou d'une tachycardie ventriculaire. Et donc pour distinguer les deux, il y a là également quelques critères qui peuvent nous aider. Donc classiquement, quand on décrit une tachycardie à QRS large, on dit c'est un retard droit ou c'est un retard gauche. Si on est dans une situation de retard droit, les caractéristiques du bloc de branche droit sur l'ECG de surface
vous les regardez en V1 et en V6. En V1, c'est la présence d'une onde R' d'amplitude plus importante que l'onde R, c'est ce qu'on voit ici. Et en V6, c'est le fait d'avoir une onde S qui n'est pas très profonde. Si vous êtes en situation de tachycardie ventriculaire, en V1, vous pouvez avoir une onde R qui est plus ample que l'onde R', c'est ce qu'on appelle le signe de l'oreille de lapin. Et en V6, vous pouvez avoir une onde S plus profonde que l'onde R. Donc ça, il faut le savoir, c'est voilà, deux éléments qui sont à regarder. Est-ce que c'est un bloc droit classique ou est-ce que c'est un aspect de retard droit, mais c'est pas un bloc de branche droite? Ça, il faut connaître les critères. Et pour le bloc gauche,